Emmanuel Grégoire, bonjour. Vous êtes donc premier adjoint à la mairie de Paris. On va parler bien sûr de l'actualité parisienne. Commençons par le verdict dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Le verdict est attendu aujourd'hui. Est-ce que Paris n'a pas un peu tourné la page, la mémoire collective avançant dans la vie et oubliant un peu ? Alors non, je ne crois pas. D'abord, c'est heureux que la vie puisse reprendre son cours, mais je crois qu'il y a un attachement très fort mémoriel à ces événements exceptionnels. Il y a les attentats de novembre 2015, il y a aussi la résonance évidemment avec les attentats du début de l'année de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Il y a un attachement très fort. C'est important d'abord sur le verdict que le procès exemplaire, exceptionnel, hors norme qui a eu lieu ait pu se dérouler dans de si bonnes conditions. Nous devons beaucoup au professionnalisme du tribunal de Paris qui a organisé cette cour d'assises d'exception. Moi, je ne commande pas évidemment la perspective des annonces du jour. Ce que je sais, c'est que les associations qui travaillent à la mémoire, qui travaillent à l'accompagnement des victimes, étaient contentes du processus. Voilà. C'est important pour la ville de Paris, notamment, de faire vivre cette mémoire. Et Anne Hidalgo a annoncé que nous créerons un mémorial qui sera inauguré en novembre 2025 et qui sera situé place Saint-Gervais, à proximité de l'hôtel de ville, pour honorer la mémoire des victimes. C'est un événement si exceptionnel. Il n'y en a pas beaucoup dans une vie où on sait exactement où on était, ce qu'on faisait. Et donc voilà, cette mémoire parisienne vivra. C'est la politique nationale qui domine en ce moment l'actualité. L'Assemblée nationale va fonctionner avec difficulté, lenteur, faute de majorité claire. Est-ce que les collectivités locales, comme Paris, qui attendent beaucoup de la loi de l'État, peuvent en payer les pots cassés ou au contraire en profiter ? Alors, comme je suis quelqu'un d'optimiste, on espère qu'on va en profiter. Et pourquoi ? Parce qu'en réalité, les collectivités territoriales, quel que soit leur bord politique, elles ont une culture de travail collaboratif avec l'État, de dialogue et de co-construction. C'est parfois plus une aspiration qu'une réalité, mais enfin, on va continuer à la porter. Et la configuration nationale va obliger à du dialogue et à de la co-construction. Et je crois qu'il est dans l'intérêt des forces politiques, dans leur ensemble, d'y concourir, dans l'intérêt des Français et en respect des valeurs qui sont les leurs et notamment qu'elles ont présentées aux électeurs. Et donc, aujourd'hui, on a le sentiment dans les collectivités locales que, où parfois l'État cède à une dérive jacobiniste, ce n'est plus possible aujourd'hui compte tenu de la configuration nationale, ce n'est d'ailleurs pas souhaitable pour l'intérêt du pays, et donc on va créer un cadre de dialogue constructif collectivement. Alors la couleur politique de Paris est étrange. Une gauche assez radicale qui semble dominer à l'Est, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, la majorité présidentielle bien accrochée à l'Ouest. Paris a choisi des députés très différents finalement des familles qui dominent le Conseil de Paris. On a l'impression qu'il n'y a plus d'identité politique à Paris. Oui, c'est peut-être une assertion qu'on peut élargir au pays tout entier. Il y a beaucoup de mouvements, des colères qui se sont exprimées. D'abord, première observation, la gauche ressort beaucoup plus haut aujourd'hui qu'elle ne l'était sortie en 2017, qui avait été une épreuve pour la gauche à Paris et nationalement, mais encore plus particulièrement à Paris, avec un électorat LREM qui s'était construit dans les arrondissements de gauche principalement. Aujourd'hui, on a une inversion totale. Les Républicains sont en très grande difficulté à Paris. LREM a quitté les arrondissements de gauche pour se concentrer sur un électorat de droite, ce qui est quand même assez symptomatique de ce nomadisme électoral d'une certaine manière. Voilà, il y a de la colère et elle peut parfois se traduire par des mouvements de vote très erratiques. Tout ça dans un contexte d'abstention qui oblige toujours à nuancer et à être prudent sur les interprétations. Et effectivement, les arrondissements traditionnellement de gauche, nous avons à la gauche 9 circonscriptions à Paris à l'issue de ces élections, comme dans le pays exprime une forme d'impatience, de radicalité. Il faut que toutes les forces politiques l'entendent, et y compris nous, au Conseil de Paris. Donc on va travailler sereinement. Notre mandat. Parce que ces députés pourraient se mettre en conflit avec la majorité. Vous êtes deux gauches différentes, quoi. Une gauche de gouvernement réformiste à Paris et une gauche radicale dans les députés de Paris. Je leur conseille de ne pas se mettre en conflit avec tout le monde. Ils sont d'abord, dans le cadre de l'élection de la coalition NUP pour ces élections législatives, dans un travail, un engagement parlementaire. Et leur rôle comme parlementaire parisien, qui soit d'ailleurs des LREM ou NUP, c'est de défendre l'intérêt des Parisiens.
Donc il n'y a aucune raison qu'ils soient en conflit avec la ville de Paris. Nous avons plutôt l'intention d'en faire des alliés, tous. Et donc on va discuter avec eux, prendre le temps de leur expliquer la situation, notre vision, et eux la matureront et la patineront de leur vision nationale, puisque c'est leur rôle, c'est un mandat national. Et je suis convaincu que nous aurons avec tous les parlementaires parisiens des relations très constructives. Après l'échec à l'élection présidentielle, est-ce qu'Anne Hidalgo a abandonné toute ambition nationale, au moins pour les 2-3 ans qui viennent, pour n'être que maire de Paris ? D'abord, elle est maire de Paris, elle l'a toujours été, y compris pendant la campagne. Je l'ai épaulée à la place qui était la mienne et j'en ai été très heureux. J'ai une relation de travail avec elle de très grande confiance. Je n'ai pas à commenter ses souhaits ou désirs personnels. Mais elle n'a pas perdu le goût de la politique nationale? Non, alors, en tout cas, non, oui, bien sûr que c'est violent, mais je rappelle qu'à la ville de Paris, on a connu des événements violents et sur le plan électoral, etc. La vie politique est violente et pas que pour nous. Ce que je sais, c'est que l'engagement d'Anne Hidalgo en politique, il est fondamental, il est très ancré, il est très puissant. Et elle va le faire évidemment dans le cadre de son mandat de maire de Paris. Et si elle souhaite le faire autrement, ce sera à elle de le dire, pas à moi. Alors, beaucoup de dossiers d'actualité à Paris. Entre la dette parisienne, qui est importante, qui vous vaut d'ailleurs les attaques de la droite, la hausse de tout ce qui fait fonctionner une mairie, tout est en augmentation. Est-ce que vous allez être obligé d'augmenter les impôts pour les Parisiens? Alors non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Quand même un petit commentaire sur la dette. Parce que je trouve parfois que la lecture qui est faite de la situation ne l'est qu'à l'aune des déclarations de Rachida Dati, qui sur ce sujet ment. C'est l'avantage en finances publiques des documents comptables qui sont produits, y compris des regards extérieurs qui se portent, pas toujours bienveillants d'ailleurs, mais qui se portent sur nous. C'est la certification des comptes, c'est les audits de la Chambre régionale des comptes, ce sont les agences de notation de la dette. La situation de la ville de Paris, elle est bonne. Elle est bonne. Je vais faire un petit bémol sur les conséquences crise Covid. Elle est bonne. Qu'est-ce qui en atteste? Les agences de notation donnent à la ville de Paris la meilleure notation possible pour une collectivité territoriale. Pourquoi? Parce que la ville de Paris, elle a une dette, mais elle a un patrimoine qui est exceptionnellement plus important. Et une ressource fiscale pas tellement sollicitée. Non, vous le rappelez fort justement. Effectivement, les impôts locaux à Paris, la taxe foncière, puisqu'il ne reste que ça, sont très bas. Il y a de la très bas. C'est d'ailleurs ce que disent beaucoup de gens, y compris les gens qui, du côté gouvernemental, dans l'histoire, ont maltraité la ville de Paris sur cet argument, en disant on n'a pas besoin de vous aider puisque vous avez qu'à augmenter les impôts, en oubliant à cette occasion qu'en parité de pouvoir d'achat, la situation des Parisiens est infiniment plus complexe, et notamment sur ce sujet très épineux du moment qui est celui du logement et du poids du logement dans le pouvoir d'achat des ménages. Donc la situation financière de la ville de Paris, elle est saine. Quand Rachida Dati dit qu'il faut mettre sous tutelle la ville de Paris, la mise sous tutelle répond à une définition légale très précise. Elle est dans le mensonge. Rien ne justifie. Il y a des centaines, si ce n'est des milliers de collectivités qui sont dans des situations financières très difficiles, et parfois pas que de la responsabilité des élus locaux qui en ont la charge. Et donc, quand elle utilise cet argument-là, je veux attirer l'attention là-dessus, c'est un déni de démocratie. C'est un moyen pour elle de s'expliquer qu'elle est perdue et un moyen de créer de la confusion. Pardon de ce parallèle un peu rapide, mais c'est du trumpisme. Ça consiste à raconter n'importe quoi, mais à le faire avec suffisamment d'insistance pour qu'il en reste une trace. Que les Parisiens soient rassurés, il y a des gens qui contrôlent la ville de Paris, qui d'ailleurs émettent des recommandations et des avis favorables sur l'état des finances de la ville, la certification des comptes sur le fait que les comptes sont sincères, les agences de notation sur le fait qu'il n'y a aucun problème de trajectoire financière à long terme. Néanmoins, emprunter va coûter de plus en plus cher pour tout le monde dans les mois et les années qui viennent. Donc, est-ce que vous allez susciter un peu plus de ressources fiscales parce que vous pourrez pas emprunter pour investir? Alors non, parce que le mécanisme de recours, de financement des investissements, parce que c'est à ça que sert l'endettement des collectivités. On s'inquiète de la santé financière de la ville de Paris. Il y a quand même l'État qui est dans cette situation difficile et notamment qui fait de la dette pour faire fonctionner pour son fonctionnement courant. Ce qui, je le rappelle, est interdit pour une collectivité. Une collectivité ne peut investir et contracter de la dette que pour des investissements. C'est ce qui est plutôt très vertueux sur le plan de la sécurité financière. Et donc oui, nous surveillons attentivement les risques d'effet de taux d'intérêt. Ça dépend beaucoup de la politique monétaire. Je ne crois pas que le risque structurel soit majeur à court terme parce que je ne crois pas que la BCE puisse se permettre
une tension trop forte. Il y aura des ajustements sans doute pour limiter les risques inflationnistes en Europe et donc en France. Nous surveillons ça extrêmement attentivement. Peut-être rappeler que la ville de Paris fonctionne par émission obligataire. Nous émettons des obligations, nous n'empruntons pas exactement. Ça a des conséquences sur l'amélioration des effets de taux que nous avons par rapport à des institutions plus standards. Et donc, on surveille ça de très très près. Et ça impose des choix de rigueur parfois. Et donc, au budget supplémentaire, nous faisons les ajustements nécessaires pour tenir compte de ces risques. Mais c'est un risque qui est aujourd'hui maîtrisé. Alors, quelques autres dossiers dans l'actualité. Le stationnement des 2 roues payant à partir du 1er septembre pour les 2 roues thermiques. C'est-à-dire que vous incitez les Parisiens à passer à l'électrique en 2 roues. Oui, d'abord, je sais que c'est une décision difficile. J'ai moi-même été motard pendant plusieurs années de jeunesse, avant d'arrêter d'ailleurs parce que je trouvais ça dangereux. Et c'est mon comportement qui était dangereux, mais j'ai arrêté parce que j'avais du mal à m'auto-réguler en la matière. Il faut que les motards prennent conscience quand même de l'acrimonie qui nous remonte de la part de nos concitoyens. Le bruit, la vitesse, le stationnement anarchique sur les trottoirs. Et c'est pas contre eux, c'est un mode de régulation qui est important à mettre en place parce qu'il est très demandé par nos concitoyens. Et je sais qu'aussi c'est difficile parce que ça va imposer des changements et puis ça peut avoir des conséquences financières évidemment pour ceux qui sont concernés. Mais je voudrais rappeler un autre élément auquel certains motards ne sont pas très sensibles, mais enfin, on est obligé de le rappeler, il est fondamental, c'est que le bilan carbone d'un 2 roues motorisé, il est assez mauvais en réalité. Il est meilleur qu'une personne seule dans sa voiture, mais il est pire souvent que 2 personnes dans une voiture. Et donc, c'est pas du tout un mode vertueux. Dans les années 2000, quand ça s'est développé de façon très spectaculaire, il y avait un argument, c'est plus propre. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et donc, il faut migrer à l'électrique. Et puis, c'est aussi une incitation à plus de régulation dans l'espace public. Ça fera rentrer quelques recettes dans les caisses de la ville. C'est marginal au regard des enjeux, mais enfin, c'est toujours ça. Et troisièmement, c'est quand même une incitation à prendre les transports, à essayer d'apaiser un peu la ville. Recours déposé en justice par l'association Villette Village à cause de la présence imposée depuis plusieurs mois de fumeurs de crack dans ce morceau de Paris-Nord. Est-ce que vous soutenez les habitants ? Et est-ce que ça va déboucher ? Oui, nous soutenons les habitants. J'ai l'espoir de vous dire que ça va offrir un débouché, mais c'est pas ce recours juridique qui le permettra. C'est quoi ? C'est l'action du ministère de la Santé, de l'Intérieur ? Nous avons besoin de travailler collectivement. C'est un peu long pour rentrer dans le détail, mais au moins un sujet sur lequel il va falloir une clarification. Le gouvernement, par la voix d'Olivier Véran et par le législateur, avait permis d'envisager des dispositifs innovants de prise en charge. Les haltes soins addiction et tout un maillage de lieux, sans consommation sur place, de lieux de prise en charge. Et effet des élections peut-être, mais revirement complet, le gouvernement propose d'installer des lames LHSS, ce sont des lits médicalisés dans un site du 16e, proposés sur initiative gouvernementale, avant un revirement spectaculaire à la veille du premier tour. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas donner le sentiment, ni aux habitants du 16e, ni de n'importe où ailleurs, et en particulier de la Porte de la Villette, qui est quand même beaucoup plus concernée que le 16e, qu'ils vont seuls supporter l'effort. C'est un effort qui doit être partagé. Il est totalement soutenable et quasi invisible quand il est partagé et bien organisé. Si vous mettez tout au même endroit, c'est l'enfer et ça ne peut être que l'enfer. Eh bien, le temps a filé très vite, donc vous reviendrez à l'automne pour nous parler des Jeux Olympiques de 2024. On a un peu de temps. Emmanuel Grégoire, merci, bonne journée. Merci.